Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve une fois de plus pour parler cette fois de l'économie et finances. Un budget annuel en hausse en République démocratique du Congo. Les recettes réalisées par les régies financières dépassent les prévisions. Le pouvoir accordé à l'inspection générale de finances par le président Félix Tshisekedi permet à cette institution de mener une lutte acharnée contre la corruption et fait de l'IGF un acteur clé pour le développement de ce pays. À la tête de cette institution, un homme dont le nom fait peur aux détourneurs de deniers publics, Jules Alinguete, inspecteur général de finances, qui nous reçoit encore une fois de plus pour parler des opérations que mène l'inspection générale de finances, mais aussi des résultats obtenus. Bienvenue, je suis Sarah Kaye. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Très bien. Je suis contente que vous me recevez encore une fois de plus dans vos instants. Comme moi aussi. D'accord. Et nous allons, pour commencer, il y a la une ici à l'inspection générale de finances. Depuis qu'elle a été créée, on n'a jamais vu un président venir faire une visite. Comment pouvez-vous expliquer la visite du chef de l'État dans vos installations? Merci beaucoup. Nous pensons que la visite du chef de l'État à l'inspection générale des finances doit être comprise comme étant un message fort dans le cadre de la lutte contre l'impunité et dans la promotion de la bonne gouvernance. Comme vous le savez, le chef de l'État tient à mettre la RDC dans l'orbite de la bonne gouvernance. C'est pour cela la lutte contre la corruption et l'impunité constitue aujourd'hui une des préoccupations majeures de notre président de la République. Voilà pourquoi il a tenu à venir visiter l'inspection générale des finances et aussi inaugurer l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances qui lui a été dédié. Waouh, c'est trop beau. Ouais. En tout cas, félicitations, monsieur l'inspecteur. Merci beaucoup. Voilà. Et une autre question, pour changer, comment l'IGF procède pour faire ces enquêtes? L'inspection générale des finances, nous procédons de la manière suivante. Nous avons tout d'abord un programme d'action qui est approuvé par notre autorité directe, qui est le président de la République. Nous lui présentons un programme. Lorsqu'il approuve, nous l'exécutons. Et en cours d'exécution, nous pouvons recevoir des réquisitions de la justice, des demandes de mission de la part des autorités administratives, même des autorités politiques, et nous exécutons. Nous avons des dénonciations qui viennent des tierces sur des mégestions constatées par-ci et là, et même sur des faits de fraude fiscale. Lorsque nous recevons de tels cas, nous exécutons. Donc ce sont des éléments additionnels à notre programme d'action. D'accord, on va poursuivre notre émission, mais dans une autre salle. Merci beaucoup. D'accord, je vous invite. Merci. Monsieur l'inspecteur général, dites-nous pourquoi avoir mis en place la politique de la patrouille financière et qu'est-ce que vous visez quant à cette politique? En fait, la patrouille financière est une forme de contrôle que nous appelons en finance publique congolaise le contrôle concomitant. C'est un contrôle qui se fait au même moment que les actes de gestion sont posés. Parce qu'en réalité, nous avons trois types de contrôles que nous pouvons faire. Des contrôles a posteriori qui portent sur des faits ayant eu lieu, par exemple, une année déjà écoulée. Il y a le contrôle concomitant, qui est un contrôle qui s'est fait au même moment que les actes de gestion sont posés. Et il y a aussi le contrôle a priori, qui est fait avant que les actes de gestion puissent être posés. Pour le moment, nous avions choisi les contrôles concomitants, débaptisés la patrouille financière, pour éviter les actes de détournement et pour contribuer sensiblement à la mobilisation des recettes. Voilà pourquoi nous avions choisi les contrôles concomitants que nous appelons la patrouille financière. Mais pourquoi, qu'est-ce que vous visez quant à ces contrôles? Comme je l'ai dit, nous visons à éviter que les détournements puissent être opérés. Et parce que quand quelqu'un a déjà détourné, ça nous amène dans beaucoup de procédures, des procès, des polémiques.
L'intérêt aujourd'hui, c'est de préserver les finances publiques. Voilà pourquoi les inspecteurs sont là, là où il y a de forts intérêts financiers de l'État pour surveiller les opérations au quotidien et empêcher les actes de mégestion et les actes de détournement. Donc, on peut dire que la patrouille financière régère déjà des résultats. Quels sont les résultats escomptés de cette patrouille? Oui, avec la patrouille financière, nous arrivons à détecter à temps réel les actes de mégestion et à récupérer les fonds. C'est le cas dans plusieurs ministères. Déjà dans plusieurs ministères, nous avons eu avec la patrouille financière à détecter les cas de faux paiements et à récupérer les fonds, à les retourner au compte général de l'État. Au niveau des entreprises du portefeuille de l'État ou les établissements publics, la patrouille financière consiste à surveiller au quotidien les actes de gestion. Et là, je pense que les inspecteurs ne laissent pas passer ou ne laissent pas les gestionnaires effectuer des dépenses sans rapport avec l'objet de l'entreprise. Nous empêchons également des détournements des deniers publics par ces actes-là. Au niveau de certaines provinces, nous surveillons également la situation financière. Nous faisons presque la même chose avec les établissements publics ou les entreprises du portefeuille de l'État. Nous surveillons au quotidien les actes de gestion et ça permet vraiment d'éviter des actes de détournement. Comme résultat aussi, dans les entreprises où nous avions mis la patrouille financière, il y a amélioration de la trésorerie de ces entreprises. Il y a aujourd'hui apurement de tous les arriérés des salaires. Il y a aujourd'hui des faux fournisseurs et des fausses prestations qui sont pratiquement en train de disparaître. Voilà autant de résultats. Au niveau des régies financières, en ce qui concerne la mobilisation des recettes, nous avons aussi placé les inspecteurs qui font la patrouille. Et là, les résultats, c'est notre contribution à l'accroissement des recettes que le gouvernement réalise aujourd'hui. C'est avec la présence des inspecteurs dans tous les points de collecte des recettes. Nous sommes à Boma, nous sommes à Matadi, nous sommes au Lualaba, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kinshasa, presque dans tous les points, que ce soit au niveau des impôts qu'au niveau des droits des douanes. Voilà, toutes ces actions ont contribué avec ce que les autres font à une mobilisation accrue des recettes aujourd'hui. Les recettes ont été doublées dans la plupart des régies financières, comme vous venez de le dire. Mais est-ce qu'il y a un impact social au niveau de la population? La population attend que ça de vous. Les recettes au maximum ont doublé. Ça, il faut les reconnaître. Donc, globalement, nous avons une très bonne appréciation des finances publiques congolaises pour le moment. Nous prenons toujours de l'ascenseur chaque mois. Mais en ce qui concerne l'affectation des recettes supplémentaires qui se dégagent, ça, c'est le gouvernement qui peut répondre à cette préoccupation par les ministres des Finances. Ce n'est pas le problème de l'inspection générale des finances. À quoi servent aujourd'hui les recettes supplémentaires générées, ça c'est le gouvernement. Moi je ne vais pas répondre à cette question. Quand on dit de l'IGF, gendarme financier de la RDC, la population doit quand même le sentir oui, nous dans notre rôle de gendarme, nous évitons les détournements, nous empêchons les actes de mégestion et nous contribuons ainsi à la mobilisation des recettes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de l'argent mobilisé? Ça, c'est le gouvernement qui doit répondre. Demain, s'il faut dire pourquoi ou comment les recettes supplémentaires générées ont impacté sur la vie des Congolais ou la vie économique, il reviendra à ceux-là qui ont la responsabilité d'affectation des moyens d'expliquer. Ce n'est pas l'inspection générale des finances. L'on dit que vous faites ombrage aux entreprises publiques et ils se demandent même, la plupart des gestionnaires des entreprises publiques se demandent même est-ce que vraiment c'est le travail que l'IGF doit faire? Je me pose la question s'il fallait laisser ces entreprises être gérées comme c'était par le passé. D'aucuns ont qualifié ces entreprises de canards boités. Ce sont des entreprises qui avaient des problèmes, des arriérés de salaire, pas de trésorerie. Aujourd'hui que la situation s'améliore, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? L'objectif poursuivi
par le gouvernement aujourd'hui en ce qui concerne les entreprises, c'est qu'il y ait une très bonne santé financière. Apparemment, c'est le cas. Presque les établissements publics où nous y sommes, les entreprises du portefeuille de l'État, je pense que la situation s'améliore. Les problèmes, les gens n'étaient pas habitués au contrôle. Vous devez savoir qu'en RDC, de 2010 à 2020, le contrôle n'existait pas. La bonne gouvernance prônée ou la bonne gouvernance vantée pendant cette période n'était que la poudre aux yeux. En réalité, on ne peut pas parler de la bonne gouvernance lorsqu'on anéantit la fonction contrôle dans une économie. Comment peut-on être dans une bonne gouvernance où il n'y a pas de contrôle? Les résultats, vous allez constater que c'est la période où la RDC a connu des détournements importants en termes de millions de dollars. Donc ça contraste avec la chanson Bonne Gouvernance tant vantée pendant cette période par les différents gouvernements qui sont passés. Moi, à mon point de vue, les gens n'étaient pas habitués. Maintenant qu'on restaure la fonction contrôle à tous les niveaux, les gens qui n'étaient pas habitués s'agitent, mais ils vont s'habituer parce que la patrouille financière va continuer. C'est une opération permanente. C'est une attribution que nous allons exercer à tout moment, chaque année, juste à ce que les gens s'habituent avec la bonne gouvernance. Ça vous gêne en quoi lorsque on est là pour vous contrôler? Ça vous gêne en quoi? Celui qui gère bien, il n'a pas à se gêner lorsqu'il y a un contrôle. Ils doivent s'habituer. Le pays doit prendre une autre direction en ce qui concerne la gestion publique. Il n'est plus question que nous assistions tous les jours à des gens qui détournent les fonds publics, qui s'enrichissent personnellement au détriment de la collectivité. C'est ça, au fait, l'objectif poursuivi par l'Inspection générale des finances pour le moment. D'accord. Quand est-ce que, M. Jules, on peut parler de dépassement budgétaire? Parce que là, on vous taxe un peu de beaucoup trop, du genre avocat de la présidence. Expliquez-nous un peu. Non, moi, je ne suis pas intervenu comme avocat de la présidence. J'avais voulu éviter une confusion que certaines personnes voulaient distiller dans la politique. J'interviens comme expert, comme inspection générale des finances pour expliquer la notion de dépassement. Donc, je l'ai dit et je réitère mes propos. Le dépassement budgétaire, c'est une notion exercice clos. Donc, pour que vous puissiez parler de dépassement budgétaire, il faut terminer l'année. Vous comparez l'exécution des budgets avec les prévisions. À ce moment-là, vous pouvez parler de dépassement budgétaire. Mais fort malheureusement, certaines personnes, bon, je comprends qu'eux aussi, ils avaient beaucoup de difficultés à mieux maîtriser les finances publiques congolaises, ont commencé chaque mois à chanter dépassement, 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 et ça a commencé à donner une mauvaise impression. Moi, je pense que ce n'est pas l'Inspection générale des finances qui vient défendre. L'Inspection générale des finances explique en matière de finances publiques qu'est-ce qu'on n'attend pas dépassement. Donc, pour comprendre des dépassements budgétaires, il faut laisser l'exercice terminer, avoir les réalisations de l'année, les comparer aux prévisions. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de dépassements budgétaires. Et l'organe attitré pour parler des dépassements budgétaires, c'est la Cour des comptes, le contrôleur général des comptes de l'État. C'est la Cour des comptes qui prend, au travers des opérations de la reddition des comptes, l'exécution des budgets, comparée avec les prévisions, et qui peut dire qu'il y a eu dépassement et quelles sont les mesures qui peuvent être prises s'il y a dépassement. Donc, il n'appartient pas à certaines personnes mal intentionnées chaque mois de venir chanter des dépassements. C'était un peu de trop. Il fallait, en tant qu'expert en matière de finances publiques, restituer les choses. Donc, moi, je ne défends pas la présidence. Faudra-t-il encore que je vous dise pourquoi focaliser les dossiers de dépassement à la présidence dès lors on sait que ces dépassements concernent plusieurs institutions? Il y a le Parlement qui est en dépassement, il y a le Sénat qui est en dépassement, il y a même la primature qui a connu des dépassements, il y a les ministères des budgets, les ministères des finances. Prétendre parler des dépassements que pour la présidence, j'ai trouvé qu'on voulait déplacer les débats. Et moi, je ne suis pas là. Je ne défends pas qui que ce soit et je ne demande pas à qui que ce soit d'entrer dans une gabegie financière. J'ai défini les dépassements budgétaires dans le cadre des finances publiques congolaises. Donc, à eux de comprendre ce qu'est dépassement et d'attendre, comme on est maintenant là au mois de novembre, d'attendre qu'on termine l'année. À ce moment-là, on aura les comptes terminés. On peut faire des calculs pour dire ici il y a eu dépassement ou il n'y en a pas eu. Pour la simple raison aussi qu'en cours d'année, il y a possibilité qu'une loi rectificative du budget puisse intervenir.
Voilà, c'est pour ça. Donc, j'ai intervenu en tant qu'expert en finances publiques pour expliquer la notion de dépassement. Le reste, les personnes qui voulaient induire les autres en erreur, ils ont été pris de court par cette définition scientifique de dépassement. Donc, ils s'agitent, ils veulent amener le problème sur un terrain que moi, je ne vais pas suivre. Voilà. Le gouvernement aurait déjà totalisé les prévisions de recettes budgétaires en fin octobre. Comment cela est arrivé, si vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est aussi ça que les gens devaient parler, au lieu de parler seulement du côté des dépenses. Les gens ne parlent pas des réalisations du gouvernement du côté des recettes. Au 31 octobre déjà, le budget 2021 de la RDC était totalement réalisé en recettes. Donc, les prévisions des recettes qui étaient de 7 milliards de dollars américains, dont 5 milliards en ressources propres et le reste en ressources extérieures, ces prévisions ont été totalement réalisées. Donc, en interne, les régies financières chargées de collecter les impôts et taxes ont réalisé les 5 milliards prévus, donnant à la RDC un bonus de 2 mois, dont le mois de novembre et le mois de décembre. C'est pour cela, d'ailleurs, l'une des raisons que le gouvernement a présenté une loi rectificative des finances pour l'exercice 2021 qui, pour la première fois dans l'histoire des finances publiques congolaises, le budget sera revu à la hausse. Donc nous irons à la hausse pour près d'1 milliard de dollars américains. Voilà ce qui se passe. Là, vous vous frottez déjà les mains ou vous dites que l'objectif n'est pas encore atteint? Nous ne pouvons pas frotter les mains. La RDC est un grand pays qui mérite un budget beaucoup plus important. Faire aujourd'hui 8 milliards ou 9 milliards, on ne doit pas se frotter les mains. Nous avons l'objectif avec un pays comme ça, pourquoi pas réaliser 20 milliards de dollars par an, pourquoi pas atteindre 30 milliards. Donc il y a encore un grand effort à faire, mais nous saluons aujourd'hui le débit d'effort qui est fait par le gouvernement avec les résultats réalisés. C'est aussi l'honnêteté pour ceux-là qui parlent seulement des problèmes de dépenses, mais ils ne savent pas que il y a eu des réalisations extraordinaires du côté des recettes. Ces réalisations des recettes exigent également qu'il y ait des dépenses pour qu'on arrive à ces recettes, c'est normal. L'appui financier de 1,5 milliard de dollars que le FMI vous place comme contrôleur de l'exécution de ce programme, qu'est-ce qui justifie cela? Cette confiance que le FMI vous accorde? Et vous savez, non, le FMI accorde une confiance tout d'abord à la RDC. Ça, il faut les reconnaître. Pas Jules Alinguete. Non, pas du tout. Ce n'est pas Jules Alinguete qui est parti négocier le programme avec le Fonds monétaire, c'est le gouvernement congolais qui a négocié et qui a obtenu. Nous, en tant qu'institution de contrôle, le Fonds monétaire nous a demandé de nous activer de manière à ce que les moyens qui arrivent dans notre pays puissent être bien utilisés et cela suppose le contrôle. Voilà pourquoi le Fonds monétaire nous a demandé vraiment de surveiller l'utilisation de ces fonds. Faudra-t-il encore que je vous dise, avec les excédents que nous réalisons aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à utiliser les 1,5 milliard. Et ça aussi, ça gêne beaucoup de personnes de voir que le pays est sur cette direction. Déjà, en termes de ressources propres, nous avons un excédent. Nous avons un excédent de trésorerie avec le gouvernement. Et nous avons en plus ce qui est venu avec nos partenaires extérieurs. C'est tout ça, je crois, pour ne pas prendre la place du gouvernement et parler, qui fera que le gouvernement va être dans des projets et tout et tout. Votre travail, on doit se le dire, est admiré de partout à travers le continent. Que peuvent retenir les pays africains qui voient Jules Alinguete mener des actions pour remettre la RDC dans le rail? Bon, les pays africains qui regardent ce qui se passe en RDC doivent retenir des choses. Un, les chefs de l'État, les présidents de tous les pays africains doivent comprendre qu'en RDC, il y a un président de la République qui a mis la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance comme étant un élément important de sa mandature. Donc, on doit faire ça. Si vous voulez réussir, il faut implémenter la bonne gouvernance. Si vous voulez réussir comme chef de l'État, il faut mener la lutte contre la corruption et l'impunité ainsi que les antivaleurs dans les finances publiques. C'est ce que le président de la RDC est en train de faire pour le moment. C'est ce qui est important. Ni était sa volonté
de mener cette lutte contre l'impunité, l'inspection générale des finances de la RDC ne pouvait rien faire. C'est grâce à sa volonté et à son appui sans faille qu'aujourd'hui l'inspection générale des finances à la RDC s'est fait parler d'elle. Donc voilà toute la première leçon qu'on doit retenir. La deuxième leçon, lorsque vous avez cet appui à un plus haut niveau pour travailler dans le cadre de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, vous qui avez la responsabilité de faire ce travail, vous devez également prendre conscience, être des personnes intègres, honnêtes, compétentes, des professionnels pour accompagner votre pays à faire ce travail. Voilà ce que nous avions fait en interne. Donc nous avions saisi la volonté que nous avions vue dans notre chef de l'État et nous avions traduit ça en interne. Tous les inspecteurs des finances, toute l'inspection générale des finances s'est mobilisée pour accompagner les chefs de l'État à réussir dans ses objectifs dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'implémentation de la bonne gouvernance. Et cela porte de fruits car vous allez nous affirmer ici que l'État congolais récupère l'argent détourné. Je peux vous dire que la lutte contre la corruption, les antivaleurs dans les finances publiques en RDC aujourd'hui portent les fruits. Parce que tous les gestionnaires publics savent qu'on ne s'amuse plus avec les fonds publics aujourd'hui. Ce n'est plus comme par le passé. Donc le pays, petit à petit, prend une autre direction en matière de gestion des finances publiques. N'importe qui ne vient pas faire n'importe quoi avec les finances publiques congolaises aujourd'hui. Et à cela à tous les niveaux. On doit les reconnaître. Et puis, il y a une mobilisation des recettes. Les gens doivent reconnaître aujourd'hui, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que nous mobilisons des recettes aussi importantes. Et cela va continuer. Une dernière question pour terminer, M. Jules Lingueté. Quand est-ce que vous souriez? Je souris, hein. Ah bon? Je souris aussi, hein. Mais au fait, j'ai l'impression que les gens pensent que je suis colérique. Non, je ne suis pas colérique. Vous avez l'impression d'avoir tout le monde des détourneurs de deniers publics devant vous. Mon problème, les actes de détournement sont vraiment nauséabonds. Et face à ces actes, nous devons être fermes. Et c'est vraiment une fermeté sans faille. Voilà pourquoi quand nous regardons la misère que les détourneurs des deniers publics imposent à toute la collectivité, nous devons être fermes envers eux. Mais je suis un homme comme les autres, un père de famille, je souris, je suis avec les gens, mais je suis très ferme. Et quand il s'agit des finances publiques, que les gens sont en train de s'amuser avec ça, à ce moment-là, je sens ma colère monter. Parce que je n'accepte pas ces actes. Merci, M. Jules. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci. C'en est fini pour cet entretien. Nous nous retrouvons dans 3 mois. Merci à tous ceux qui ont eu le temps de suivre. Je vous dis au revoir et à la prochaine.